ici un exercice d'application dans l'optique de vous démontrer comment est-ce que vous pouvez partir de l'équation de l'objet pour pouvoir déterminer l'influence des changements dans un secteur d'activité sur le reste de l'économie. Alors, voici l'exercice qui nous est proposé dans cette vidéo. On dit ici, soit le tableau entrée-sortie suivant. Il y aura le tableau entrée-sortie que l'exercice nous propose. Et on pose une question. Quel sera l'impact sur l'output d'une variation de la demande finale du troisième secteur de 10 unités? Donc, au regard du tableau entrée-sortie qui nous est proposé, on se rend compte que c'est un tableau entrée-sortie qui est simplifié à 3 secteurs et 3 branches. Nous avons A, B, C. Dans les secteurs A, B, C, les produits A, B, C. On a la somme de consommation intermédiaire. On a l'emploi final. L'emploi final est également la demande finale et l'output. Ici, la production totale et la somme de consommation intermédiaire. Donc, on donne un tableau, c'est un peu du test pour enseigner. Et on nous pose une question de savoir quel sera l'impact sur l'output d'une variation de la demande finale du troisième secteur de 10 unités. Alors, en guise de solution, il faut déjà savoir que vous allez partir de l'équation de Liontiev et vous demander quel est l'élément que je recherche. Parce qu'avec l'équation de Liontiev, on peut exprimer x en fonction de y, tout comme on peut exprimer y en fonction de x et voir les variations en fonction de ce qu'on recherche. Donc ici, la question est de savoir l'impact sur l'output d'une variation de la demande finale. Or, on sait que dans l'équation de Liontiev, l'output est matérialisé par x et la demande finale par y. Ça veut donc dire que ici, il va falloir utiliser la relation qui exprime x en fonction de y. Alors, première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de savoir à quoi est-ce que correspondra notre delta y. Parce que, une chose est sûre, l'équation que nous allons utiliser sera l'équation qui x à y. Mais il faut savoir, à travers l'énoncé de l'exercice, à quoi correspondra la variation de y. Donc, on relit la question. On dit, quel sera l'impact sur l'output d'une variation de la demande finale du troisième secteur de 10 unités? Alors, pour aller de manière simple, voilà comment j'ai matérialisé cela. J'ai pris Y1 et les valeurs, Y2 et les valeurs, je trouve rapidement le delta Y. En réalité, pour un delta Y, j'ai en fait fait Y2 Y1. On aurait pu aller directement, mais je suis allé en détail pour bien vous faire comprendre comment ça marche. Analysons la question. Quel sera l'impact sur l'output d'une variation de la demande finale du troisième secteur de 10 unités? Déjà, on revient au niveau du test. La demande finale ici est matérialisée par l'emploi final. C'est-à-dire le vecteur emploi final, qui est le vecteur Y, sera un peu le vecteur des éléments suivants. Étant donné que voici les 3 secteurs de l'économie A, B et C. Et le vecteur emploi final, qui est le vecteur de la demande finale, qui est matérialisé par le Y, ça va être des éléments suivants. Or, situation initiale de l'économie, c'est ça que je mets Y1. Pour dire que, ok, donc le demande final à l'initial, c'est bel et bien 30 pour le secteur A, 28 pour le secteur B, 86 pour le secteur C. Maintenant, on me dit donc, ok, si donc il y a une variation de la demande finale du troisième secteur de 10 unités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les secteurs 1 et 2 n'ont pas varié. C'est ça que je remets donc 30 et 28. Or, le troisième secteur, on a dit varié de 10 unités. Ça veut dire que 10 unités vont venir en augmentation de ce qu'il y avait déjà dans le troisième secteur. Vous allez donc faire IND 96 à ce niveau. Parce que le reste, simplement fait 86 plus 10, non 96. Donc, voici le dernier, ou alors, le vecteur de la demande finale qu'on obtient après variation du troisième secteur de 10 unités. Maintenant, il va trouver dans le vecteur donc delta Y, qui est dans le vecteur de la variation de la demande finale sur son troisième secteur de 10 unités. Delta Y sera obtenu en faisant tout simplement Y2 moins Y1, ça me donnera 30 moins 30, 0, 28 moins 28, 0, et 86 moins 86, 10. Donc,
le vecteur 0, 0, 10 sera le vecteur de la demande de finale, qui est le résultat Y. Maintenant, nous nous rappelons qu'il s'agit ici de déterminer en réalité l'état X. Parce que c'est le X qui matérialise l'output à travers la relation suivante. On sait donc que, d'après l'équation de l'unité, la variation de X égale à la variation de Y d'après la relation, delta X égale à I moins A moins 1 en delta Y. Sachant que delta Y, c'est la variation de la demande finale que nous avons déjà obtenue. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de pouvoir calculer la matrice des positions technologiques I moins A que nous allons inverser. Multiplions par delta Y afin de trouver le delta X. Alors, nous disons, cherchons la matrice des coefficients techniques. C'est-à-dire la matrice grande A, qui est la matrice des coefficients techniques. On rappelle que le coefficient technique est obtenu en faisant CIJ sur XJ. Donc, pour avoir le coefficient technique AIJ, il faut savoir effectuer l'opération CIJ, qui est la consommation intermédiaire du produit I absorbé par la branche J, divisé par XJ, qui est l'output de la branche J. Ce qui nous permet de dire pour un cas pratique, à savoir 1 par exemple, A1 sera obtenu en faisant tout simplement. Donc, ceci permet de savoir que A11 serait obtenu en faisant tout simplement C11 divisé par X1. Or, C11 c'est quoi? C'est la consommation intermédiaire du produit 1 absorbé par la branche 1 sur X1, la production totale de la branche 1. Donc, dans le tableau, souvenez-vous, je vous ai dit que le tableau qui était découpé ici, à là, était le tableau de consommation intermédiaire. C'est là que C11 métrique, nous la valeur qui se situe ici. Parce qu'on est là au premier produit et la première branche, C11. Et X1, c'est l'output pour la production totale. Donc, production totale 50. Ça veut dire, pour avoir A11, il suffit de voir C11 qui est 5, divisé par X1, 50, qui est 50. Donc, on va simplement faire 5 divisé par 50, ça va nous donner A11 qui est 0,1. Même chose, ça veut dire qu'à travers le test qui est devant nous, on aura déterminé quoi? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. En appliquant le principe que je viens de faire pour A1. C'est pour ça donc, que nous sommes allés directement pour proposer la matrice des coefficients techniques. Voilà pour nous aller la rentrer. Donc, la matrice des coefficients techniques nous dit que tous les A, les 3, vous allez les positionner. Le A1 sera là, le A1 ici, le A1 sera là-bas, le A2, A2, A3 devra. Comment vous allez positionner les valeurs dans la matrice? Ce qui permettra donc, si vous suivez le même principe que j'ai appliqué pour A1, tout le reste. On vous rend compte que la matrice grand A qui est la matrice des coefficients techniques, ça va représenter ainsi qu'il suit. Je vous dis simplement que le genre de 25 qui est là, c'est la valeur de A22. Et qui sera obtenu en faisant quoi? En prenant C22, qui est simplement C22 15, divisé par X2 60. Donc, vous faites 15 divisé par 60, vous allez inévitablement trouver 0,25. Ainsi de suite pour le reste. Alors, une fois que nous avons trouvé la matrice A, qui est celle de coefficient technique, on va faire un peu de relation, on se rend compte qu'il nous faut avoir I moins A, qui sera dans la matrice des coefficients technologiques. À partir de ce I moins A, il sera tout simplement question de l'inverser. Alors, I moins A, c'est égal à quoi? On sait bien que le I, c'est la matrice unité. Forcément, d'ordre 3, étant donné que la matrice des coefficients techniques est d'ordre 3. Donc, I, c'est une unité qui est donnée de manière générale sur la forme suivante. Les 1 sont la dernière principale, partout ailleurs, nous avons les séries. Que nous allons faire? Moins la matrice A, les coefficients techniques que nous avons établis, que voici. À partir de là, il faut vous souvenir les notions dans lesquelles vous avez appris au premier semestre pour pouvoir soustraire deux matrices. Il suffit de prendre premier élément moins premier élément, deuxième élément moins deuxième élément, troisième élément moins troisième élément, et ainsi de suite. Alors, 1 moins 0,1, ça lui conduit à 0,9. 0 moins 0,3, ça lui conduit à moins 0,3. 0 moins 0,2, ça lui conduit à moins 0,2. 0 moins 0,1. Nous conduit à moins 0,1, 1 moins 0,25, nous conduit à 0,75, 0 moins 0,1, nous conduit à moins 0,1. Même scénario pour la troisième ligne. Une fois que nous avons trouvé I moins A, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'inverser. Donc, I moins A moins 1 représente en fait l'inverse de la matrice des coefficients technologiques.
il est donc question, dans un premier temps, de déterminer le déterminant de la matrice I-A. Souvenez-vous, la matrice I-A que nous avons obtenue était définie de la manière suivante. Lorsqu'on passe de déterminant, il suffit de mettre des doubles barres, ou moins des barres, pour montrer que c'est le déterminant. Il s'agit là d'un déterminant d'une matrice carrée de 3. Vous savez, il y en a plusieurs façons de calculer le déterminant d'une matrice carrée de 3, notamment la méthode de Sarrus, la méthode de Laplace, la méthode de la réduite de Gauss. Donc ici, j'ai utilisé la méthode de Laplace. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous maîtrisez. L'essentiel, c'est de bien calculer parce que peu importe la méthode que nous appliquons, nous aboutissons inéluctablement au même résultat. Alors, par le principe de la méthode de Laplace, c'est de faire quoi? C'est de dire qu'on va en fait procéder à la réduction de la taille de la matrice. Donc, on va commencer par fixer la première ligne. Donc, soit on fixe la ligne, soit on fixe la colonne. Mais dans le cas de cette application, j'ai plutôt décidé de fixer la première ligne et maintenant faire le développement sur les colonnes. Donc, si je fixe la première ligne et je prends la première colonne, ça veut dire que la place me dit que je vais donc prendre moins 1 à la puissance 1 plus 1. Parce qu'on a la première ligne, première colonne. Ça fait plus. Multiplié par la croisée de la première ligne et la première colonne, qui est 0,9, fois le déterminant, c'est ce qui va rester une fois qu'on aura supprimé la première ligne et la première colonne. C'est 0,75, moins 0,1, moins 0,1, 0,25. C'est ça qui est là. J'ai fini la première colonne, j'ai voulu à la deuxième colonne. La ligne reste toujours fixée. J'ai voulu à la deuxième colonne. Maintenant, il y aura moins, parce qu'il faut savoir qu'il y aura les signes plus, moins, plus. Moins fois moins va donner plus. C'est qui va donner le plus qui est là. Quand on a supprimé la première ligne, la deuxième colonne, on se trouve en 0,3. C'est pour ça qu'il y a 0,3 là. Le déterminant qui reste après avoir supprimé la première ligne et la deuxième colonne, c'est moins 0,1, moins 0,2, moins 0,1, moins 0,25. C'est ça qui est là. Maintenant, on a fini la deuxième colonne, on se coupe la troisième colonne. Une fois qu'on a coupé la troisième colonne, la première ligne est toujours fixée, ça va se croiser en moins 0,2. C'est ça qui est là. Et le déterminant qui reste, une fois qu'on a coupé la première ligne de la troisième colonne, il nous reste moins 0,1, 0,75, moins 0,2, moins 0,1. C'est ça qui est là. Ici, je vais calculer ce déterminant tout simplement. Un déterminant qui va faire 2 revient seulement à faire ça fois ceci, moins ça fois ceci. Ça qui est la valeur qui est là. Plus 0,3, ça fois ça, moins ça fois ça. C'est de la valeur qui est là. Moins 0,2, ça fois ça, moins ça fois ça. C'est de la valeur qui est là. On a une seule et le calcul bien fait après les additions nous permet donc de trouver le déterminant de la masse I-A qui est égal à 0,50125. Une fois donc que nous avons trouvé la matrice I-A, il est maintenant question de pouvoir déterminer la matrice des cofacteurs, à savoir I-A tilde. Donc, cherchons I-A tilde sur la matrice des cofacteurs. Il faut donc savoir que la matrice I-A tilde sera le déterminant à petit CJ. Et les petits CJ seront obtenus en faisant tout simplement moins 1 plus 1 plus J par le déterminant de I-A IJ. Alors, comment on va procéder? Il faut pas déterminer tous les petits CJ. Commençons par C1. On dit donc qu'il faut faire moins 1 plus 1 plus J. Donc, si on a I1, J1 va moins 1 plus 1. C'est-à-dire moins 1 plus 1. Voilà le déterminant de I-A1. I-A1, c'est en fait la matrice I-A, c'est en fait la sous-matrice I-A qui va rester après avoir supprimé la première ligne et la première colonne, soit donc 0,75, moins 0,1, moins 0,1, 0,25. On calcule aussi le déterminant, ça nous permet de trouver 0,63. C'est un deux même scénario. Il suffit de remplacer I par 1 et J par 2. On aura moins 1 plus 1 plus 2, ça qui est là. Pour les éléments de I-A restant, après avoir supprimé la première ligne et la deuxième colonne. Donc, vous supprimez la première ligne et la deuxième colonne, il vous restera moins 0,1, moins 0,1, moins 0,2, 0,5. C'est ça qui est là. Calcul de déterminant, vous trouvez 0,11. Et c'est le même raisonnement qui est appliqué pour trouver tous les CIJ suivants. À partir de là, une fois que vous avez trouvé tous les petits CIJ, il faut donc écrire la matrice des cofacteurs I-A tilde. Sachant que ici c'est la valeur de C1, là C1,2, là C1,3, ici C2,1, C2,2, C2,3, et là C3,1, C3,2, C3,3. Là on obtient la matrice des cofacteurs qui est I-A tilde. Maintenant, il suffit juste de trouver, à transposer cette matrice des cofacteurs, on va écrire comme ceci, I-A tilde comme ça, c'est la transposer
dans la matrice I moins A tilde. La transposée dans la matrice I moins A tilde sera obtenue en quoi faisant? En remplaçant seulement ou alors en changeant les lignes et les colonnes. On dit la transposée, c'est du genre la ligne devient la colonne devient la ligne. Donc, pour obtenir la transposée de I moins A tilde, je vais seulement dire que la première ligne devient la première colonne. Là, j'aurai 0,63, 0,11, 0,16. Ensuite, j'aurai 0,215, 0,700, 0,725 et 0,11. Ensuite, j'aurai 0,15 exactement. Ensuite, j'aurai 0,18, 0,11 et 0,645. Donc, pour obtenir la transposée de I moins A tilde, il suffit juste de prendre I moins A tilde, transformer les lignes en colonnes ou alors transformer les colonnes en lignes. C'est la transposée de I moins A tilde. On a donc déterminé le I moins A, on a transposé le I moins A tilde. Il suffit de faire le pas une fois voilà la matrice inverse I moins A qui nous dit I moins A moins 5. Donc, une fois que vous avez trouvé la transposée de la matrice des cofacteurs qui est I moins A tilde, il suffit donc d'appliquer la méthode pour inverser la matrice I moins A par les cofacteurs. On dit 1 sur le déterminant de la matrice I moins A par la transposée de la matrice des cofacteurs. Nous avons le déterminant en zone de 50-125 et voilà la matrice transposée qui est là. Il suffit donc alors de pouvoir multiplier le ratio sur par tous les éléments qui se retrouvent dans la matrice. En autre terme, il suffit de diviser 0,63 par ceci, diviser les valeurs qui sont là par ceci. Ça vous donne donc tout simplement la matrice I moins A moins 1 que voici. Donc, le but, c'est de pouvoir multiplier le ratio aussi par toutes les valeurs qui se retrouvent à l'intérieur. Vous allez obtenir directement cette matrice-là. Et c'est ce qu'on appelle dans la matrice inverse, I moins A moins 1 qui est la matrice inverse, la matrice des coefficients technologiques. Donc, une fois qu'on a fait I moins A moins 1, on va terminer. Voici ce qu'on cherchait. On cherchait dans le delta X. Parce que c'est le delta X qui matérialise en fait la variation de l'output suite à la variation de la demande finale qui est delta Y. C'est pour ça que nous disons donc, d'où on se rappelle que delta X est égal à I moins A moins 1 fois delta Y. On vient de déterminer I moins A moins 1 que voici. Delta Y, nous avons déterminé au début de notre exercice qui était dans 0,010. Il suffit donc de multiplier, vous savez, on multiplie l'élément ci par l'élément ci, plus l'élément ci par l'élément ci, plus l'élément ci par l'élément ci. Si on avait 3,6, même faire la deuxième ligne, ça multiplie ici, plus ça multiplie ici, plus ça multiplie là, il donne 2,2, ça multiplie ici, plus ça multiplie ici, plus ça multiplie, il donne 2,9. Donc, une fois que vous obtenez le résultat, il faut donc pouvoir expliquer ce que ça veut dire. Alors, en guise de conclusion, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, donc, si l'économie qui nous a été présentée telle que dans l'exercice observe une variation de la demande finale du troisième secteur de 10 unités, voici comment va se comporter l'output. On aura donc en fait des modifications de l'output au niveau du premier secteur, 3,6 unités, au niveau du deuxième secteur, 2,2 unités, et au niveau du troisième secteur, 12,9 unités. Comme les valeurs sont positives, c'est-à-dire que ça viendra en augmentation. C'est pour ça que nous disons en conclusion que l'output dans les secteurs A, B et C augmenteront respectivement d'eux. Augmenteront tout simplement parce que c'est des signes positifs partout. S'il y avait des signes négatifs, on devait diminuer. Donc, ça veut dire que pour le secteur A, l'output va augmenter de 3,6. Pour le secteur B, l'output va augmenter de 2,2. Et pour le secteur C, l'output va augmenter de 12,9. Donc, on voit déjà comment est-ce que nous avons pu mesurer l'impact d'une variation juste d'un seul secteur, qui était le troisième de 10 unités au niveau de la demande finale. Vous avez vu comment les répercussions se retrouvent au niveau de l'output qui modifie l'ensemble des secteurs. Ceci est donc l'objectif de ce cours et nous vous invitons à bien vous exercer de manière à pouvoir comprendre le principe de fonctionnement de cette détermination des quantités modifiées au niveau de l'output sur la demande finale ou alors au niveau de la demande finale sur l'output. Et nous marquons ici dans la fin de notre essai d'application également la fin du chapitre 1 et nous vous donnons rendez-vous dans le chapitre 2 où il sera question pour nous d'aborder la notion de la consommation. Nous vous remercions et nous nous revoyons très rapidement.